Fidèle Dimensions, bonjour. Pour ce nouveau numéro de conversation avec Jean-Paul Auro, je reçois pour vous Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste des questions africaines. Son dernier livre s'intitule Arrogant comme un Français en Afrique. Nous allons en parler avec vous tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Antoine Glaser est journaliste, c'est le fondateur de La Lettre du Continent pendant près de 30 ans, plus de 30 30 ans. ans, ouais. Ce monsieur a dirigé La Lettre du Continent, qui est un bimensuel. C'est un peu, c'est vrai qu'on a toujours dit que c'est un peu une lettre élitiste, mais ce sont des, en fait, il y a une ligne éditoriale, c'est qui est qui et qui fait quoi. Voilà ce que c'est la lettre du Spécialement continent. consacré à l'Afrique. Spécialement consacrée à l'Afrique, il y a une lettre du continent, mais dans le même groupe, il y a une lettre de l'océan Indien pour l'Afrique de l'Est, l'océan Indien, et c'est vraiment une ligne éditoriale. En fait, la vérité vraie, c'est une publication plutôt destinée aux investisseurs, aux entreprises, parce que ça fonctionne avec des abonnements, c'est relativement cher, elle est connue, mais c'est une publication quand même plutôt destinée aux entreprises. Aujourd'hui, vous ne gérez plus Non, moi je ni suis la plus... rédaction, ni Non, les... non, absolument. J'ai passé la main à Frédéric Lejal, qui était un ancien de Marchés Tropicaux, et de Marchés Tropicaux, un hebdomadaire qui a disparu, et il a été à Jeune Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait beaucoup d'économie. Et comme c'est une lettre destinée aux investisseurs, c'est important que le rédacteur en chef soit plutôt quelqu'un qui comprenne l'économie africaine. africaine. Notons qu'aujourd'hui, vous consacrez uniquement à l'écriture et votre dernier ouvrage, comme je le disais tout à l'heure, je rappelle, Arrogant comme un Français en Afrique, paru aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage, vous dites clairement, vous exposez clairement que l'Afrique et la France ne connaissent pas l'Afrique, ou bien la France découvre qu'elle ne connaissait pas l'Afrique. Oui, ça veut dire que moi, j'ai suivi pendant 35-40 ans les dossiers africains en tant que journaliste et dans les relations franco-africaines. J'avais écrit déjà depuis 92 un livre qui s'appelait Ces Messieurs Afrique, le Paris-Village du continent noir. Donc je suis les relations franco-africaines depuis très longtemps et tout le monde me disait mais pourquoi Ces Messieurs Afrique? Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Mais c'est déjà, j'avais expliqué parce que dans les grandes entreprises françaises, le cadre qui s'occupait de l'Afrique avait des relations avec les chefs d'État africains, donc était aussi puissant que le patron du groupe. Quand je pense à André Tarallo, à l'époque d'Elf, qui est devenu Total. Donc, je veux dire, c'est Messieurs Afrique. Après, j'ai fait Comment la France a perdu l'Afrique. J'ai fait plusieurs ouvrages et toujours en suivant les relations franco-africaines. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a un problème là. Pourquoi, après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire 1960-1990, c'était la guerre froide, et la France, finalement, s'est crue chez elle en Afrique, comme c'était la période où, finalement, l'Afrique a aidé la France à se libérer du nazisme. C'est vrai que c'était un peu la parole de Jacques Foccart et Monsieur Afrique du général de Gaulle. Ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. Donc c'était l'impression que finalement, ce qui intéressait la France en Afrique, c'est sa propre image, c'est sa propre histoire à elle, la France. Mais où est l'histoire de l'Afrique? Où est-ce qu'est l'histoire africaine de l'Afrique? Il ne faut quand même pas oublier qu'on faisait chanter nos ancêtres les Gaulois aux Africains. Il y avait des gens comme Houphouët-Boigny ou Léopold Sédar Senghor qui ont vraiment cru à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. Mais finalement, cette communauté de destin n'a pas eu lieu et la France a utilisé, s'est servie de l'Afrique pour se libérer. Et c'est les services secrets français qui s'étaient installés en Afrique avec De Gaulle qui était à Londres au moment de la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France. Donc toute une génération d'Africains ont aidé la France, que ce soit au cours des deux guerres, 14-18 et 40-45, ont lutté avec la France du temps de la colonisation, mais finalement, est-ce que la France connaît l'Afrique? C'est pas. Elle connaît son image en Afrique, elle connaît son propre reflet en Afrique, elle aime les Africains qui lui ressemblent, mais les réalités africaines, c'est ça que je me montre dans le livre, elle ne les connaît pas. Mais comme vous le dites, c'est à croire que aujourd'hui, les difficultés que vivent les troupes françaises, ou du moins la France dans les territoires africains, sont liées à cette méconnaissance de l'Afrique, de cette ignorance de l'Afrique. La France, à lire votre bouquin, la France n'a pas cherché à comprendre l'histoire de l'Afrique, n'a pas cherché à comprendre les civilisations africaines. Quand les Français sont arrivés, ils ont balayé carrément les civilisations et l'histoire des Africains. Eux ont voulu imposer la leur aux Africains. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, à vous lire clairement, est-ce que les difficultés de la France sont liées à cela aujourd'hui en Afrique?
la France qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas les Africains, de sorte qu'aujourd'hui les Africains ne veulent pratiquement plus la France. Oui, ça veut dire que, en fait, ce sont des raisons historiques et culturelles. Les raisons historiques, c'est parce que la France, finalement, s'est trouvée seule en Afrique en tant qu'ancienne puissance. D'abord la colonisation, les indépendances en 1960, jusqu'à la chute du mur de Berlin. La France était le gendarme de l'Afrique de 60 à 90 pour l'Occident. Et finalement, avec cette idée de cette civilisation française, civilisation universelle, en exportant en Afrique le code napoléonien, toute sa culture, sans s'intéresser vraiment à ce qui se passait sur ce continent, et un peu comme si finalement il n'y avait rien avant la colonisation, comme si toute l'Afrique précoloniale n'avait pas existé. Et maintenant, la France, un demi-siècle après, 50 ans après les indépendances, découvre que même les djihadistes, tout ce qu'on voit actuellement, le front du Massina, les djihadismes, tout ça, ça préexistait, c'était là. Et la France faisait comme si maintenant elle avait christianisé l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qu'elle était chez elle en Afrique, que tout le monde ne parlait que français. Est-ce qu'elle s'est vraiment intéressée aux langues africaines? Est-ce que c'est intéressé aux langues vernaculaires? Quand vous voyez les diplomates français, ils parlent tous, ils fantasment tous, ils parlent tous le swahili, ils apprennent tous le swahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Mais est-ce qu'ils sont intéressés vraiment à toutes les autres langues? Le bassin du Congo, le Wolof, le Bambara, tout ça? Non, absolument pas. Ça veut dire que à partir du moment où elle s'intéressait à une Afrique qui lui ressemblait, et elle s'intéresse à une Afrique, ça veut dire... une Afrique qui soit son miroir. Une Afrique qui soit son miroir, ça veut dire... C'est ce que je reproche aussi un peu aux hommes d'affaires français. Ça veut dire, au lieu de s'intéresser aux Africains même qui ne le ressemblent pas, un bon Africain pour un businessman français, c'est pas simplement qu'il soit francophone, c'est qu'il soit francophile. Ça veut dire qu'il aime la France. Ça veut dire c'est ne pas prendre en compte les réalités locales. Et au moment où la France se bunkérise, comme vous le savez bien et que tout le monde le voit, c'est à ce moment-là l'Afrique se mondialise. Et les Français sont très étonnés de voir que finalement la France était persuadée qu'elle était la seule, qu'elle avait une science africaine et que même les Chinois avaient besoin d'elle pour aller parler aux Africains. Mais vous êtes en train de dire que finalement la France est en train de perdre l'Afrique. Mais pourtant, beaucoup d'Africains ont le sentiment que la France est en train de recoloniser l'Afrique. La France est en train de revenir en Afrique. C'est toujours ce qui m'a surpris et ce qui pour moi reste une incompréhension. Pour moi, vraiment, qui ai suivi ça sur 30-40 ans avec vraiment l'œil, on n'est jamais objectif à 100%. Mais franchement, en essayant d'avoir le moins possible d'a priori, je suis toujours étonné de voir comment les Africains s'imaginent que la France vraiment détermine complètement leur existence et la politique, les cercles de pouvoir. Alors que la réalité, c'est que des cercles de pouvoir en Afrique savent très bien jouer dans leurs influences. Avec leur réseau d'influence ici. Le rapport, il s'est beaucoup inversé. La France n'a plus d'argent dans les caisses. Si vous allez, enfin c'est pas à vous que je vais apprendre ça, si vous allez à Abidjan, quand j'étais allé à Abidjan là, récemment, je descends toujours souvent au plateau, vraiment l'hôtel, le groupe Accor français, etc. Mais au petit déjeuner, mais il y a des Coréens du Sud, des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Il y a le monde entier, c'est-à-dire l'Afrique finalement. Et les chefs d'État africains ont bien compris. Ils se sont mondialisés. Ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Vous avez récemment, en France par exemple, on pensait tous que le président Erdogan, le président turc, ne s'occupait que des migrants qui arrivaient de Syrie. Pendant que tout le monde parlait que de ça à Paris, dans la presse française de Erdogan, des migrants. Il était à Abidjan, il était en Guinée, il était passé au Nigeria avec 150 hommes d'affaires. Il fait vraiment du business. Et donc, c'est vrai que autant je comprends ça donc au niveau... Pour vous, la France-Afrique, c'est fini, c'est en train de mourir. Non, c'est-à-dire que la France-Afrique existe, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué, mais il y avait la France-Afrique pour moi, c'était vraiment la période, encore une fois, de la guerre froide, où il y avait vraiment le réseau des réseaux, c'était Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, qui était d'abord un patriote, qui était le chef des services secrets de Gaulle à Londres, et ensuite qui a été en Afrique, et qui avec tous ses services secrets, qui a fait en sorte que, pour pas que ces pays africains tombent aux mains des soviétiques, c'est ce qu'il craignait à ce moment-là. Il n'y avait pas un criquet qui stridulait en Afrique sans que lui soit au courant. Et c'était l'État français. C'était l'État français. Ça veut dire, quand la France s'est fait virer d'Algérie en 1960, au moment des indépendances, la France n'avait plus de gaz et de pétrole. Ils ont été chercher le gaz et le pétrole
dans le golfe de Guinée, l'uranium au Niger. Donc c'est le fil énergétique, la France a besoin. On oublie, mais l'uranium du Niger, c'est pas simplement pour les centrales d'Areva, ça sert pour la bombe atomique française. Donc c'était stratégique. Donc la France avait besoin, c'était assez verrouillé. Là, c'était la France-Afrique de l'État, de Gaulle, Pierre Guillaume, Jacques Foccart. Aujourd'hui, c'est la France-Afrique des hommes d'affaires. Maintenant, c'est la France-Afrique, exactement. C'est la France-Afrique des réseaux privés. De Bolloré, de Bouygues et autres. Des Bolloré, de Bouygues, de tous les gens qui sont des réseaux privés. Et vous avez un certain nombre de hauts fonctionnaires français de la première période qui sont arrivés à l'âge de la retraite et qui maintenant sont maintenant dans des réseaux privés, qui sont dans des boîtes de consultants et qui sont passés de l'autre côté du miroir. Vous avez des hauts fonctionnaires français, maintenant vous avez tous les généraux français, ils sont dans des boîtes privées, ils travaillent pour des sociétés privées de sécurité. Et le marché des sécurités privées en Afrique, c'est le grand marché des entreprises françaises, parce que tous les autres partenaires, chinois, japonais, etc., c'est le seul marché encore captif, parce qu'ils ont besoin des Français, des anciens militaires français qui connaissent bien l'Afrique, les réseaux africains, parce que eux, ils sont d'une génération où ils étaient en Afrique, à Djibouti, à Port-Bouët et autres. Ils étaient en famille au départ, ils connaissent bien l'Afrique. Okay. Revenons un peu sur les élections. Tout dernièrement, il y avait plein d'élections en Afrique, au Bénin, au Niger, au Congo, où actuellement c'est... Au Tchad aussi. Au Tchad, au Gabon bientôt. Revenons sur la situation au Congo. Et Sassou qui est présenté, comme beaucoup de Congolais, ses opposants, comme l'ami de la France. Aujourd'hui, une situation pratiquement de... Comment jugez-vous la situation aujourd'hui au Congo? La situation au Congo est très mauvaise, hein, parce que actuellement, c'est vrai que les gens craignent vraiment, gardent dans l'imaginaire, dans leur mémoire, la guerre civile de 1997. Et c'est vrai que quand on commence à reparler, le pouvoir reparle que tout ça c'est de la faute de Toumi, des milices ninjas, ça rappelle de très mauvais souvenirs aux Congolais. Et donc les Congolais, ils sont en ce moment tétanisés et ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas... L'opposition leur demande de descendre dans la rue, tout ça, plus personne ne bouge parce qu'ils ont peur, parce que c'est un pouvoir qui est quand même... C'est un pouvoir qui est fort. Denis Sassou Nguesso, tout le monde le sait, c'est quand même un policier. Il sait très bien gérer l'ensemble de sa sécurité avec ses policiers. Et c'est vrai que c'est une situation très mauvaise. On a bien vu comment même d'un pays, ça m'a surpris, les États-Unis ont été extrêmement raides et violents en disant ne reconnaissent quasiment pas la dernière élection présidentielle. Et la France, comme d'habitude, est dans une ambiguïté. Parce que la France a toujours... bien évidemment des intérêts stratégiques et économiques au Congo. Elle est dans la schizophrénie, que ce soit un président de droite ou de gauche, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire les intérêts économiques et stratégiques de la France dépassent même les problèmes politiques. Ici, Hollande, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans l'ambiguïté. Ça veut dire d'un côté... Quand Denis Sassou Nguesso fait un référendum, il sort une phrase en disant il a bien le droit de demander au peuple ce qu'il en pense. Puis après, il est un peu gêné, il revient en arrière, il fait un communiqué l'Élysée en disant oui, mais il ne faut pas changer la Constitution. Parce que la France a des intérêts stratégiques qui fait qu'il est dans une ambiguïté. Au Burkina Faso, c'était pareil. Il fait fuiter une lettre en disant il faut demander à Blaise Compaoré d'opposer la francophonie. Ça faisait rigoler tout le monde parce que Blaise Compaoré proposait peut-être un institut de défense nationale, mais la francophonie, c'est pas vraiment son truc. Et après, c'est quand même les forces spéciales françaises qui vont sortir et protéger Blaise Compaoré pour l'amener en Côte d'Ivoire. Donc, on est toujours dans des périodes de l'ambiguïté et la France a du mal à sortir de ces ambiguïtés. Mais justement, la France a du mal à sortir de ces ambiguïtés. Mais pour les Congolais eux-mêmes, aujourd'hui, l'opposition, carrément, le général Mokoko et ses alliés demandent du moins une intervention de l'Union africaine, de la communauté internationale pour demander un départ, je dirais, une sortie honorable pour Sassou Nguesso. Au-delà de ça, si ce n'est pas acquis, certainement ils appelleront à une insurrection nationale, une insurrection populaire. Où est-ce que ce danger de l'insurrection populaire existe un plan véritablement Bien sûr, il y a toujours, toujours ce danger parce que maintenant, il ne faut pas se leurrer. On est encore dans pour moi, la communauté internationale, ça ne veut rien dire. On est encore dans des zones d'influence. Quand il s'agit du Congo, les partenaires de la France demandent aux Congolais, regardez quand il y a eu Ebola,
Les Américains, ils sont venus au Libéria, les Français sont venus en Guinée et les Anglais en Sierra Leone. C'est hallucinant. 50 ans après les indépendances, chacun reste dans son précaré. Donc quand il s'agit, toutes les résolutions sur l'Afrique, du précaré, là c'est la France qui les propose. La France, elle en aval, elle en amont, et c'est militaire, mais c'est elle, même au niveau diplomatique. Donc le Congo, il n'y a pas de communauté internationale. Mais il peut y avoir les États-Unis qui discutionnent, mais les gens vont se tourner vers la France, ou les Japonais, les Chinois qui sont venus à la France, ils vont demander à leurs copains diplomates français, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais, encore une fois, l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. De plus en plus, de plus en plus. Tout dernièrement, lors des élections présidentielles au Bénin, où Patrice Talon était le président, il avait en face de lui Lionel Zinsou. Comment avez-vous... Quelle lecture avez-vous fait de la candidature de Lionel Zinsou? C'était vraiment une erreur, stratégique au niveau de la France et de Lionel Zinsou. Je veux dire, Premier ministre qui se fait parachuter, qui est parachuté comme ça. Et c'est vrai, j'ai eu un débat à la France Culture avec Zinsou, et je me suis dit, mais alors quand même, c'est sûr que ça... C'est pour ça que vous avez quand même échoué. Il a dit non, c'était simplement 10%, c'était surtout aussi parce que c'était ça. Et la réalité, c'est sûr qu'il y a eu une sorte de phénomène comme ça de rejet. De rejet. Et c'est vrai que c'était quand même le blanc qui arrivait de Paris. En plus, c'est pas n'importe qui, Lionel Zinsou, c'est quand même le type il a été quand même le nègre, entre guillemets, des discours de Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France utilisait, dans une espèce de fondation, il avait piqué le titre de mon dernier ouvrage, d'ailleurs, Africa France, pour faire une fondation pour défendre le business français. Donc, vous avez un mec qui est président ici pour défendre le business français en Afrique, et c'est lui qui se présente comme Premier ministre. Et c'est l'ambiguïté. C'était compliqué. Mais ce qu'il faut retenir des élections au Bénin, je trouve encore, parce que c'est passé un peu inaperçu, c'est que pour la première fois, vous avez en Afrique un homme d'affaires qui arrive au pouvoir. Habituellement, ces hommes d'affaires, là, il s'agit de Talon, Patrice Talon, il a quand même financé les 2 campagnes précédentes de Thomas Boni-Yayi. Et donc, ça va peut-être être quelque chose, un tournant un peu. Il faut suivre ce qui va se passer en République démocratique du Congo avec Moïse Katumbi. C'est pareil, ça veut dire que globalement, vous avez en Afrique les chefs d'État qui sont, plus ils restent au pouvoir, plus ils s'enferment avec leurs clans, leurs frères, les sœurs, et la famille. Plus les compagnons de route sont abandonnés, et plus les compagnons, après ils passent dans les partis politiques d'opposition, Roch Gaboré au Burkina Faso, Roch Gaboré, Salif Diallo, Simon Compaoré, tout ça c'était des amis. Au Tchad, au Gabon. Pareil, mais si vous regardez le Tchad, ce sont les anciens premiers ministres qui se présentent contre un truc. Mais le vrai changement, à mon avis, viendra des sociétés civiles. Ça viendra des sociétés civiles. Regardez, c'est quand même les Sénégalais de Y'en a marre qui ont empêché Wade de se représenter. C'est quand même la jeunesse burkinabé qui a fait partir Blaise Compaoré. Même si une partie de la bourgeoisie en avait marre de voir que les marchés d'État étaient complètement dans les mains de proches du président. Donc c'est un peu comme nos révolutions en France. Hein. À un moment donné, vous avez une alliance entre une partie de la bourgeoisie et une partie du peuple. Il ne nous reste plus assez de temps. On va revenir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que vous connaissez aussi. Je crois que c'est sur les bords de la lagune et brillé au sens propre figuré. Comme vous le dites, vous étiez dans un que vous avez d'ailleurs rédigé l'essentiel du dernier livre. Ouais. Pour vous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où le front social s'allume, il y a des crises intercommunautaires. Le deuxième homme fort du pays, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui était l'ancien chef de la rébellion, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, qui est en difficulté dans son propre camp. Quelle lecture vous faites de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Moi, franchement, d'abord, je vois ça, même si je vais tendre un bas, je vois ça je reste le petit blanc des bords de Seine, hein, donc j'ai pas de leçon à faire, etc. Mais je trouve que la situation qui était apaisée à peu près en octobre 2015, au moment de la réélection de Alassane Ouattara, n'a pas mis beaucoup de temps. Il n'y a pas eu d'état de grâce, et on sent, on sent qu'on est déjà à la prochaine élection. On est déjà en 2020. Et ça,
Et on est rendu en 2020 si le président ne décide pas de faire les élections anticipées ou de changer les choses, hein. Mais on est dans une période très compliquée. Avec là, on est vraiment dans des gens qui veulent accélérer aussi un certain nombre de processus. Franchement, il y a pas, personne n'est content. Un certain nombre de gens du PDC, ils sont pas contents parce qu'ils voudraient, ils parlent de temps en temps d'alternance, de trucs comme ça. Ils ont dit, mais non, allez, du côté de Alassane Ouattara, ils sont fous furieux. Ils ont mis le RHDP, point barre, et j'ai jamais promis qu'il y a alternance avec le PDCI. Donc, on est pour moi, mais encore une fois, moi je suis pas dans le secret des dieux, je trouve qu'il y a une grande confusion. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est quand même qu'il y ait une sorte de... qu'il n'y ait pas trop de problèmes aux frontières de la Côte d'Ivoire et que la situation ne se dégrade pas sur le plan social et économique. Mais beaucoup d'observateurs de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire jugent que cette situation est aussi due au fait que le président Alassane Ouattara n'a pas réussi à ramener la cohésion sociale, la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Après la crise post-électorale, la fracture est restée telle. D'un côté, le camp proche d'Alassane Ouattara et d'un autre côté, le camp proche à Laurent Gbagbo qui sont exilés, mis en prison. Laurent Gbagbo aujourd'hui lui-même transféré à la haie, à la CPI avec son ministre Charles Blé-Coutey. Pour vous, est-ce que, comme le disent beaucoup, Laurent Gbagbo est la solution pour une réconciliation nationale véritable en Côte d'Ivoire? Quelle lecture que vous faites pour... Moi j'ai pas de... Encore une fois, je ne vote pas en non, Côte d'Ivoire. toujours Je ne vote pas en Côte d'Ivoire, mais on ne peut que constater une chose. Ça veut dire, à un moment donné, c'était Radio France Internationale qui avait fait un questionnaire sur qu'est-ce que pèse électoralement Laurent Gbagbo. Moi, franchement, je répondrais, j'en sais rien. Mais ce qui est une évidence, par contre, c'est qu'il reste dans l'imaginaire d'un certain nombre d'Ivoiriens comme une personnalité, comme l'homme qui a dit non, qui est le seul qui avait dit non à Houphouët, le seul qui a dit non à la France. Et c'est vrai que dans un certain nombre d'Ivoiriens, il pèse encore, au moins dans l'imaginaire. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu la réconciliation, parce que la justice n'a pas été impartiale. Et donc, on voit bien que, effectivement, si le pays, on peut dire globalement, sur le plan économique, se porte plutôt bien, franchement, merci les mangeurs de chocolat, parce que le monde entier bouffe du chocolat maintenant, avec les Chinois, etc. C'est le pétrole, autant le pétrole, malheureusement, chute pour les pays de rente, mais pour la Côte d'Ivoire, je pense que le chocolat, le cacao, les fèves de cacao, ça va rester encore à des cours très élevés pendant longtemps. Mais encore une fois, on est dans une truc, on ne peut pas dire qu'il y a une réconciliation réellement profonde en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas faire injure non plus à M. Afi N'Guessan de dire que, même s'il est leader du Front populaire ivoirien, qu'il n'a pas le charisme de Laurent Gbagbo. Mais Alassane Ouattara vient de le désigner chef de file de l'opposition. Oui, mais encore une fois, le problème des peuples, c'est l'imaginaire qui compte à un certain moment donné. Il y a les élections, mais il y a l'imaginaire. C'est vrai que Laurent Gbagbo, dans l'imaginaire, même à l'extérieur, ça reste quelqu'un, un symbole. Et puis quand les gens ils voient que finalement, la façon dont se passent les procès, etc., c'est pas concluant, c'est sûr que tout le monde va s'interroger au bout d'un moment sur la réalité de ce procès. Plus les gens, même à l'extérieur, les gens ne comprennent pas. Alors Simone Gbagbo est jugé à l'intérieur, Laurent Gbagbo à l'extérieur. Donc je veux dire, c'est vrai qu'il y a une grande confusion et il reste au niveau, dans l'imaginaire des Ivoiriens, quelqu'un qui pèse. Merci à toi, Glaser, d'avoir répondu, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Mais toute dernière question en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une immense polémique sur l'avenir de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro. Pour vous, qu'est-ce qu'il pèse véritablement dans le dispositif Ouattara et en plus, et à côté de cela, en Côte d'Ivoire? Pour vous, qu'est-ce que pèse ce qui est très difficile pour Alassane Ouattara, on sent bien que même, tout le monde disait, à tort, que quand Alassane Ouattara sera réélu en octobre 2015, il pourra assainir totalement la situation. On disait que la première période, c'était en fait une période où il fallait qu'il récompense des gens comme Guillaume Soro qui avait aidé à arriver au pouvoir, etc., puisque c'était quand même les forces rebelles de Guillaume Soro qui ont participé, après ils ont appelé ça l'armée de Côte d'Ivoire, etc. Exactement, mais la réalité, tout le monde disait en octobre 2015, ça y est, il va pouvoir faire la réconciliation et changer complètement de braquet. Pour l'instant, on n'a rien vu de tel. On a l'impression qu'on continue
sur la même politique. lancée. Donc, On parle du on a revirement. l'impression qu'il est en train de gérer les difficultés, mais c'est vrai que Soro, il y a eu quand même plusieurs dossiers gênants pour lui, et on sent d'après mes sources, il est à cran et il n'est pas très heureux de ce qui se passe. Il a peur que finalement il Apparemment, soit au niveau des marginalisé. Apparemment, au niveau des chancelleries occidentales, ils auraient demandé au président Hassan Ouattara de se défaire de Sorokyo. Mais je pense même pas que les chancelleries, ils savent bien que quand Alassane Ouattara il reçoit un certain nombre de documents, etc. Mais le problème, c'est un problème de politique intérieure de Côte d'Ivoire. Les chancelleries, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. C'est comment est-ce qu'il va gérer. Il n'a pas vraiment géré, encore une fois, la fin il n'a pas géré la réconciliation réellement, et donc il est en train encore de jongler entre tous les gens qui l'ont accompagné au pouvoir. Merci Antoine Glaser, comme je disais tout à l'heure, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de U21 TV avec, dans notre émission Conversation avec Jean-Paul Auro. Fidèle du 21 TV, nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission. À la prochaine.